L'histoire commence par un raid audacieux du clan rouge sur une planque de la mafia sous le commandement de Makoto. Les membres du clan rouge se rassemblent actuellement pour lancer une attaque surprise sur le repère de l'ennemi. Ils ont utilisé diverses stratégies et coopéré pour s'infiltrer. L'un d'eux s'est déguisé en livreur de pizza pour tromper le garde et le convaincre d'ouvrir la porte. Dès que le garde l'a légèrement ouverte, les autres, qui se cachaient dans l'ombre en attendant l'occasion d'attaquer, se sont précipités pour couper la chaîne. Sur ordre, Yato a immédiatement sauté, lançant une attaque directe à travers les fenêtres, et en quelques instants, il avait vaincu tous les trafiquants. Leur objectif n'était pas de s'emparer de territoires ou de biens, mais de retrouver une personne spécifique, quelqu'un qui avait acheté des armes auprès de cette organisation. Cependant, la mauvaise qualité de la photo a empêché le patron d'identifier l'acheteur. Mikoto, avec son pouvoir surnaturel redoutable, a conduit Hana, une fille possédant la capacité de voir à travers toutes les choses du monde, y compris les cœurs les plus sombres, à travers le mur pour faire irruption à l'intérieur. Hana s'est approchée du patron de la mafia pour utiliser son pouvoir afin d'extraire des informations. Cependant, le résultat a été décevant. Le patron ne savait rien de la personne que le clan rouge recherchait. N'ayant aucune raison de continuer, le groupe a épargné le patron et s'est retiré. Ces gars-là n'utilisaient jamais la porte d'entrée, préférant faire des trous dans les murs des gens pour s'échapper. À ce moment-là, la force spéciale était déjà arrivée, depuis que le tumulte causé par le clan rouge était trop grand. Après tout, s'introduire chez quelqu'un était toujours un crime. Ils se sont confrontés à un autre groupe rival redoutable appelé le clan bleu, également connu sous le nom de force spéciale sous le commandement du roi bleu Munakata. La tension était à son comble, mais le clan rouge ne montrait aucune peur. Makoto déclara qu'il se battrait jusqu'au bout contre ces gars-là. Sans hésitation, sans délai, il sauta du haut étage et de son corps jaillit une flamme rose terrifiante. Les Bleus utilisaient des appareils de mesure pour évaluer la puissance libérée par le troisième roi, Mikoto. Sa force à ce moment-là avait atteint près de 100%, créant une pression écrasante qui rendait l'air lui-même épais et lourd. Tout ce que les flammes touchaient devenait déformé et dangereusement instable. Les flammes s'élevaient dans le ciel, formant une gigantesque épée de Damoclès. Mais les Bleus n'étaient pas non plus des adversaires faciles. Puisqu'il avait dégainé son épée, ils n'avaient pas peur de croiser le fer avec lui. Leurs membres libérèrent simultanément leur pouvoir, générant un champ de force de contre-attaque égal à la force de Makoto. Les champs de force des deux côtés s'affrontaient continuellement, aucun ne cédant. Dans le ciel, deux épées colossales apparurent, symbole de l'autorité des deux rois, signalant une confrontation intense. Contrairement à tension intense de la bataille, les citoyens de la ville voisine vivaient encore paisiblement, allant à l'école et au travail comme d'habitude. Les élèves de l'académie Ashinata étaient même transportés directement à l'école par le métro. Ashinaka était l'une des écoles les plus modernes et prestigieuses du pays, entourée de produits high-tech et même de robots de nettoyage. Le personnage principal de l'histoire est un garçon aux cheveux argentés nommé Yashiro, connu comme un élève sociable ordinaire avec de nombreux amis et assez populaire parmi les filles. Cependant, malgré les apparences, il n'était particulièrement proche de personne, connaissant juste tout le monde assez pour demander de la nourriture ici et là. Pourtant, il avait un défaut majeur. Il refusait de manger des légumes et n'aimait que la viande. Kukuri, sa camarade de classe, sachant cela, préparait des repas pleins de légumes à lui apporter. Mais avant qu'elle puisse lui donner les légumes, Yashiro s'était déjà enfui quelque part. Il avait aussi l'habitude de voler de la nourriture à la cafétéria, obligeant le chef à rester en alerte en tout temps. Kukuri s'inquiétait souvent de ses habitudes alimentaires excessives. Elle essayait de poursuivre Yashiro pour lui faire manger sa boîte à lunch pleine de légumes verts. Mais au final, Yashiro parvint tout de même à lui échapper et monta à l'étage, laissant Kukuri manger les deux boîtes à lunch toute seule. Ses amis étaient certains que Kukuri devait être amoureuse, mais Kukuri ne croyait pas que l'amour qu'elle ressentait pour Yashiro était un amour unilatéral. Elle ne voulait tout simplement pas que ce garçon drôle, dont les mouvements étaient toujours mystérieux et imprévisibles, disparaisse. Maintenant, il profitait de son déjeuner sur le toit de l'école. Et voici son élégant sablant qui l'avait suivi jusqu'à l'école. Pourquoi les gens vont-ils à l'école si joyeusement alors que j'y vais? Comme si j'allais en prison, mec. À ce moment-là, Yashiro savourait vraiment un moment de paix, quand soudain, une voix étrange résonna dans sa tête, le réveillant. Il pensa même à un instant que le chat avait parlé. En descendant en classe, Yashiro fut surpris de trouver tout le monde en émoi. Un ami lui dit que le cours suivant avait été annulé pour préparer le festival à venir. Kukuri vint également l'informer que le conseil des étudiants avait assigné une tâche à Yashiro parce qu'il oubliait toujours d'apporter son PDA, un appareil mobile important requis pour entrer et sortir de l'île. Kukuri dut écrire des instructions à la main pour lui et lui rappela de retrouver le PDA s'il ne voulait pas être retenu à l'école.
La première mission de Yashiro était d'aller acheter des feux d'artifice et de ramener le reçu au conseil des étudiants. En chemin, Yashiro fut soudainement repéré par des membres de la bande de Mikoto. Ils reconnurent qu'il ressemblait à la personne que le clan rouge traquait et le rapportèrent rapidement. Seulement quelques minutes plus tard, Yata, le jeune skateur du clan rouge, apparut et frappa Yashiro avec une batte de baseball. Yashiro esquiva instinctivement, ne comprenant toujours pas ce qui se passait. Yata vérifia à nouveau et confirma que Yashiro était la cible, ce qui déclencha la chasse. Yashiro se faufila à travers les rues et se cacha dans un camion pour échapper à Yata. Mais peu après, deux autres arrivèrent en moto et attaquèrent, forçant Yashiro à descendre et à courir dans une ruelle voisine. Les membres du clan rouge poursuivirent sans relâche. Dans la ruelle, un autre membre du clan rouge l'attendait et lui lança des flammes. Mais heureusement, un jeune homme mystérieux apparut, dissipa les flammes et avec un super pouvoir, forma un bras d'air qui envoya Yata s'envoler dans le ciel. Cet homme mystérieux sortit discrètement Yashiro de l'encerclement. Après s'être échappé, Yashiro voulut remercier son sauveur, mais l'homme pointa une épée sur son visage. Le jeune homme se présenta comme Kuro, vassal du roi Ishijin le 7e. La raison pour laquelle Kuro chassait Yashiro était sa conviction que Yashiro était l'incarnation du roi démon, selon la prophétie d'Ishijin. Ishijin étant un roi doté de capacités prophétiques. En même temps, une vidéo était diffusée dans toute la ville montrant un jeune homme se proclamant le roi démon le 7e. Et cette personne ressemblait exactement à Yashiro. Cela laissa Yashiro incapable de le nier. Mikoto, le roi rouge, avait maintenant été capturé et emprisonné par le clan bleu, ce qui expliquait pourquoi son groupe agissait de manière si fragmentée et désorganisée. Yashiro essaya d'expliquer que l'homme dans la vidéo n'était pas lui, mais son visage, identique à celui sur l'écran géant, semblait totalement convaincant. Bien sûr, Kuro ne le croyait pas. Après tout, il ne suivait que les ordres du roi Ichijin, pas la loi ordinaire. Réalisant qu'il ne pouvait pas s'échapper, Yashiro demanda à Kuro d'enquêter plus en profondeur et dit que sinon, il acceptait la mort. En entendant cela, Kuro le laissa partir pour gagner du temps et s'échapper. Yashiro commença à inventer une histoire sur une sœur cadette atteinte de cancer et exprima son désir de ne pas laisser sa sœur penser que son frère était un meurtrier. Avec une expression triste, il demanda à Kuro de lui permettre d'écrire une dernière lettre. Bien que le meurtre n'affectât pas Kuro, entendre les circonstances pitoyables de Yashiro le fit néanmoins pleurer, et il demanda plus d'informations sur la sœur de Yashiro. Yashiro s'avança pour remettre la lettre à Kuro, qui en réalité était un dessin idiot, et demanda à Kuro de la livrer à sa sœur. Cependant, au moment où Kuro lut la lettre, il réalisa qu'il avait été trompé. À ce moment-là, il était trop tard. Yashiro avait utilisé une fusée éclairante cachée dans sa poche pour éblouir Kuro et s'était échappé. Après que Kuro s'éloigna en traînant les pieds, Yashiro émergea d'un déguisement en peluche de tortue. Quelques égratignures et même un assassin professionnel s'était fait avoir. Mais la prochaine fois, il pourrait ne pas avoir autant de chance. Après cet incident, la bande de Mikoto a lancé une chasse à l'homme pour Yashiro avec une prime de 10 millions d'yens. Cette information a été diffusée partout dans le monde et de nombreux appels ont été reçus pour signaler des pistes. Une somme aussi importante a effectivement attiré de nombreuses personnes, bien que certains la considéraient comme une arnaque. Anna, la fille capable de lire dans les pensées, et une autre superpuissance qui lui permettait d'utiliser des billes pour déterminer des emplacements, les a aidés à réduire rapidement les possibilités sur l'endroit où Yashiro pourrait se trouver. Kusanagi a envoyé un message de masse pour dépêcher des gens pour des missions de reconnaissance, et il n'a pas oublié de les avertir au sujet du chien noir. Il était certain que ses subordonnés ne pouvaient pas gérer ce combat. Depuis que la nouvelle de la prime de 10 millions de yens avait éclaté, le public était immédiatement en émoi. Ce montant représentait plus d'1 an de salaire pour eux, alors comment pouvaient-ils ne pas être tentés? Bien que certains pensaient que ce n'était qu'une farce de la part de Homura, Yashiro se cachait toujours dans son déguisement tout en se déplaçant partout. Mais il voulait s'assurer de ne pas être découvert. Juste au moment où Yashiro sortait la tête d'une ruelle, il vit Kuro le chercher, alors il se retira rapidement à l'intérieur pour être en sécurité. Après cela, Kuro a croisé Yata, le jeune skateur avec une batte de baseball. Yata a confronté Kuro au sujet de la fuite de Yashiro. Mais soudain, Yashiro est apparu sur un toit, leur faisant signe à tous les deux, provoquant ainsi une lutte entre eux pour qu'ils puissent capturer l'un d'eux. Ensuite, enflammé, Yata s'est immédiatement senti insulté. Ne rigole pas avec lui. Il mettrait à terre ce type vêtu de noir et ramènerait Yashiro à l'organisation. Yata s'est précipité sur Kuro, mais Kuro n'était pas un adversaire facile. Il a manipulé sa main invisible pour griffer le pavé et a lancé un panneau publicitaire et des débris sur Yata. Yata a été pris dedans, mais en utilisant la force pour se propulser vers le haut, il a frappé Kuro qui a esquivé et a contre-attaqué en projetant Yata au sol. Kuro a ensuite continué à poursuivre Yashiro, mais lorsqu'il est arrivé sur le toit, il n'y avait personne. Yashiro s'était encore une fois échappé. À ce moment-là, Yashiro était retourné à son dortoir pour se cacher en toute sécurité.
Il était allongé sur son lit, agité, pensant à l'identité de l'homme qui lui ressemblait dans la vidéo. Sa vie à partir de maintenant serait remplie de problèmes. Le chat qu'il avait ramené s'est soudainement transformé en une fille nue allongée à côté de lui. Elle s'est présentée comme Neko. En voyant cela, le village de Yashiro est naturellement devenu rouge vif. Après tout, il n'était pas moine. Bientôt, la journée scolaire s'est terminée et les élèves qui n'étaient pas sur la liste du personnel de soutien au festival devaient rentrer chez eux immédiatement. Comme Kuro ne pouvait pas trouver Yashiro, il le suivit jusqu'à l'école en suivant l'emblème que Yashiro avait laissé tomber. Mais il ne pouvait pas entrer. Il était sur le point d'utiliser son pouvoir pour faire exploser toute l'école quand Kukuri apparut et lui demanda ce qu'il faisait. Comme Kuro avait l'air suspect et agissait étrangement à l'entrée, elle posa curieusement quelques questions. Kuro prononça immédiatement le nom de Yashiro. En entendant ce nom familier, Kukuri accepta de guider Kuro jusqu'au dortoir de Yashiro. Kuro inclina sérieusement la tête en signe de gratitude envers elle. Il n'y avait pas beaucoup de gens dans ce monde prêts à aider les autres. Son maître lui avait dit cela, et c'est pourquoi il chérissait vraiment ceux qui lui tendaient la main dans ces moments de difficulté. À ce moment-là, Yashiro était déconcerté par l'apparition soudaine d'une fille nue dans sa chambre. Il lui tendit des vêtements, mais elle refusa de les porter car sa nature était encore celle d'un chat. De plus, Neko avait la capacité de se téléporter. Yashiro essaya de lui donner une chemise, mais elle disparut dans le placard. La voix de Kukuri appela de l'extérieur et quand Yashiro sortit en courant, il vit qu'elle avait amené Kuro avec elle. Kuro salua Yashiro poliment et demanda, avec désinvolture, des nouvelles de sa sœur cadette. Il utilisa alors son pouvoir pour voler directement dans la chambre de Yashiro et dégaina son épée. Yashiro se précipita pour fuir. Voyant que Yashiro était sur le point d'être tué, Neko s'avança pour bloquer Kuro car il était encore vierge. Kuro détourna timidement le regard à la vue d'une telle scène, provoquante. Et à ce moment-là, Yashiro et Neko saisirent leur chance, une chance de s'échapper. Neko déforma l'espace et créa une illusion qui étirait le couloir à l'infini, pour donner à Yashiro plus de temps pour s'enfuir. Dès qu'elle partit, le couloir retrouva son état normal, et Yashiro avait déjà grimpé dehors. Lorsque Kuro le rattrapa et tenta de saisir Yashiro avec son pouvoir, Neko téléporta Kuro ailleurs et invoqua une illusion de chat géant pour le retenir. Bien sûr, Kuro était astucieux et ne perdit pas beaucoup de temps sur le chat. Mais grâce à cela, elle sauva temporellement Yashiro pendant sa fuite. Yashiro était encore assez gentil pour aider une fille à ramasser ses affaires tombées dans la rue. Mais la conséquence de ce flirt était que Kuro le rattrapa rapidement à nouveau. Juste au moment où il semblait que la fin était arrivée, Miko poussa un miaulement et lança une illusion sur Kuro. Ce qu'il voyait devant lui était une impasse. Un faux pas et il tomberait, alors qu'en réalité, Kuro se tenait toujours juste devant Yashiro. Mais à la fin, Yushiro et Nezuko étaient acculés. Nezuko invoqua un mur pour bloquer Kuro et il se demanda comment il avait pu être trompé tant de fois. Kuro traversa le mur illusoire pour se heurter de plein fouet à un vrai, faisant éclater Miko de rire de manière incontrôlable. Miko savait toujours comment utiliser des illusions pour duper Kuro, transformant la poursuite en un jeu qui s'étirait à travers l'ami. Les trois étaient épuisés, mais aucun d'eux ne voulait s'arrêter. Finalement, trop fatigués, ils se retrouvèrent dans la chambre de Yashiro. Nezuko avait utilisé tellement de pouvoir que son ventre grognait sans cesse, alors Yashiro décida de lui préparer quelque chose à manger. Kuro avait aussi faim, alors il accepta à contre-cœur cette trêve temporaire. La petite Nezuko était difficile surtout et refusait de manger. Pendant ce temps, Kukuri, pendant que les trois n'étaient pas là, apporta le sac que Kuro avait laissé derrière. Kuro était profondément reconnaissant pour sa gentillesse et récupéra son sac oublié. À l'intérieur du sac de Kuro se trouvaient ses ustensiles de cuisine, et il finit par préparer un repas somptueux à la place de Yashiro. Une fois la nourriture prête, ils s'assirent tous les trois pour manger ensemble, décidant de s'occuper des affaires non résolues plus tard. Pendant ce temps, dans le centre de détention, le roi bleu Munakata, leader du clan bleu, est venu rencontrer Mikoto avec une attitude peu amicale. Mikoto dormait et Munakata lui a saisi la tête pour la frapper contre le mur afin de le réveiller pour l'interroger. Lors de leur précédente bataille, la situation avait été extrêmement tendue. Munakata s'est approché et a annoncé que Mikoto avait été capturé. Pourtant, Mikoto n'a pas résisté du tout et a même tendu les mains pour être menotté. Munakata voulait savoir pourquoi Mikoto avait soudainement capitulé sans condition et s'était laissé arrêter. Munakata s'inquiétait que Mikoto utilise son pouvoir à l'extrême limite. En ce moment, l'intensité de son aura avait atteint son apogée et si son épée de Damoclès dans le ciel perdait le contrôle et tombait, cela pourrait causer une catastrophe comme Kagutsu prenant la vie de milliers de personnes innocentes. Mikoto a expliqué qu'il s'était laissé capturer pour que Munakata puisse veiller sur lui. S'il montrait des signes de perte de contrôle, Munakata serait celui qui l'arrêterait.
Entendre de telles absurdités sentimentales a rendu Munakata malade, et de plus, il ne pouvait pas passer 24 heures sur 24 à surveiller Mikoto, car il était occupé et ne pouvait pas toujours s'entraîner avec lui. Après cela, Munakata a rencontré son subordonné Seri pour discuter des options. Ils ont envisagé d'utiliser des matériaux résistants à la chaleur pour maîtriser Mikoto. Seri a estimé que c'était une occasion de tuer Mikoto autant que possible à des fins de recherche et a suggéré des méthodes telles que l'injection de fortes doses de tranquillisants ou de relaxants musculaires. Mais Nakata a été très surpris par ce plan audacieux et a dit qu'il réfléchirait davantage. Ils ont également continué à enquêter sur le cas de l'homme qui ressemblait à Yashiro et ont découvert que l'arme du crime était un type de pistolet fréquemment échangé par la mafia. Le chef de ce réseau d'approvisionnement avait disparu, avec un camion transportant des explosifs et suffisamment d'armes pour ouvrir un magasin. La police s'était sérieusement impliquée, donc Seri voulait coopérer avec eux pour recueillir des informations. Munakata voulait tout savoir sur ce qui s'était passé dans la ville au cours des 2 dernières semaines. Il devait voir et entendre les choses lui-même pour croire qu'elles étaient exactes. Le clan bleu a également essayé de supprimer les vidéos que les hommes de Mikoto avaient publiées en ligne, les transformant en clips sans valeur. Et ils ont vérifié le visage du coupable avec les dossiers criminels, mais en vain, espérant seulement que le clan vert n'en avait pas eu vent. Alors que les factions s'affrontaient à propos du cas de Yashiro, lui et ses 2 compagnons étaient toujours assis ensemble, mangeant et discutant du côté du clan rouge. Ils savaient que le clan bleu s'était impliqué, alors ils ont diffusé les vidéos encore plus largement pour traquer le coupable à tout prix. Un conflit interne a également éclaté au sein du clan rouge. Rikyo, l'un de ses membres, et Yatta se sont disputés et ont même combattu. Une bagarre c'était une chose, mais d'une manière ou d'une autre, ils ont fini par se battre dans le bar de Kusanagi, le mettant en colère lorsque ses meubles britanniques importés ont été endommagés. Il les a immédiatement attrapés tous les 2 et leur a donné une raclée, exigeant de savoir pourquoi ils avaient insisté pour se battre. Rikyo croyait que Mikoto avait été capturé beaucoup trop facilement, et a même laissé entendre qu'il voulait travailler pour le roi bleu. Yatta, bien sûr, ne pouvait pas supporter que quelqu'un parle mal de son grand patron. Kusanagi éclata immédiatement de rire. Les 2 s'excusèrent auprès du propriétaire du bar et il leur raconta une histoire. En entendant cela, les 2 jeunes hommes devinrent instantanément dociles comme des chiots et s'inclinèrent en signe d'excuse. Kusanagi leur expliqua que Mikoto avait accepté d'être capturé afin que Monekado doive constamment veiller sur lui. Le clan bleu tenait effectivement une bombe à retardement. Mais cette situation donnait également au clan rouge la liberté d'agir à l'extérieur sans être étroitement contrôlé. En entendant cela, les 2 se redressèrent et partirent joyeusement. Après leur départ, Anna exposa immédiatement le mensonge de Kusanagi. Profitant de ce moment de calme, Yashiro demanda à Kuro au sujet des hommes obsédés par le feu qui l'avaient poursuivi. Kuro expliqua qu'ils étaient des camarades de ceux qui avaient été tués et cherchaient maintenant à se venger. Ils étaient comme des vassaux d'un roi, tous rassemblés dans un ordre. Le roi rouge Mikoto était le roi de la 3e ordre, et parmi tous les rois, il était le plus brutal. Yashiro commença enfin à comprendre vaguement. Peut-être avait-il été confondu par ce groupe violent avec le meurtrier. Kuro était certain qu'il n'y avait pas d'erreur. Ce gars, c'est définitivement toi. Je te laisserai profiter de ton dernier repas en tant qu'homme condamné. Puis je m'occuperai de toi. Pendant ce temps, au rapport de l'endroit, les membres du clan rouge avaient trouvé les armes cachées dans des caisses d'expédition. Suivant les indications de Kusanagi, c'était l'endroit où le patron de la transaction avait disparu. Il n'était pas le seul à avoir disparu. Juste à ce moment-là, Fushimi du clan bleu est apparu. Il avait également trahi le clan rouge. Donc, quand ils se sont rencontrés, leurs yeux se sont enflammés. Après avoir pris soin des 2 membres du clan rouge, Fushimi a immédiatement rapporté au clan bleu pour appeler Seri. Kuro a continué à expliquer à Yashiro le système des rois. Il a expliqué qu'il y avait 7 rois au total, chacun régnant sur une coureur et possédant des capacités et des pouvoirs extraordinaires. Ce monde était dirigé par le pouvoir des rois eux-mêmes et aucun gouvernement ne pouvait s'opposer à eux. Même le plus grand premier ministre devait obéir comme un chien qui remue la queue. Sans le pouvoir d'un roi, le Japon pourrait être réduit d'une grande puissance à un petit état vassal opprimé par d'autres pays. Le roi d'or avait actuellement une grande influence dans l'économie et la technologie. Sa société a produit ses téléphones. Le roi d'or symbolisait la couleur jaune. L'ordre de Mikoto était le roi rouge, symbolisé par le rouge et décrit comme brutal et assoiffé de sang. Il provoquait fréquemment des combats partout et ne craignait personne. Yatta, un membre du clan rouge, provoquait actuellement les hommes de la mafia. Ces chiens ne cessaient de les harceler et d'être sermonnés par un gamin les mettait en colère. Les hommes de la mafia dégainèrent immédiatement leurs armes et ouvrirent le feu. Mais comment des balles pouvaient-elles toucher ces jeunes au pouvoir surnaturel? Yatta esquiva facilement, leur arracha une arme, la chauffa avec son pouvoir et brûla les fronts des hommes de la mafia. Kirul expliqua également pourquoi il chassait Yashiro. Selon le roi Ichijin, le 7e, l'ancien roi aux capacités prophétiques, Yashiro pourrait être le successeur du 7e roi.
Mais Ikijin craignait qu'un successeur comme Yashiro, héritant du redémon, ne soit corrompu et n'apporte une grande catastrophe. Il ordonna donc que Yashiro soit éliminé pour éviter une catastrophe future. Après avoir dit cela sérieusement, Kiro exigea de tuer Yashiro sur le champ. Cependant, Yashiro refusa et demanda des preuves concrètes qu'il était le successeur du roi démon. Kuro a alors produit la vidéo que le camp de Mikoto avait diffusée. Mais Yashiro a répliqué, demandant que si c'était vrai et qu'il avait un tel pouvoir, pourquoi fuiraient-ils les gens de Mikoto? Cela a amené Kuro à reconsidérer. Il a également demandé à Yashiro qui était maintenant Neko, et Yashiro a dit qu'il ne la connaissait pas. Kuro a réalisé que Neko était un flux, signifiant quelqu'un avec des super-pouvoirs innés, non accordés par aucun roi. Yashiro a promis à Kuro qu'il prouverait son innocence. En entendant cela, Kuro a décidé de lui épargner pour le moment, mais a averti que si la moindre graine de crime était trouvée, il n'hésiterait pas à agir. Le lendemain matin, Kuro, telle une mère diligente s'occupant de 2 enfants, s'est réveillé tôt et a préparé le déjeuner pour tous les 3. Arbre. C'était la première fois que Yashiro voyait une boîte à bento aussi belle et étincelante. Profitant du moment, Neko a attrapé un morceau mais a été frappé pour cela. Yashiro a soudainement été troublé par un robot de nettoyage, alors Neko est intervenu pour le frapper afin qu'il le libère. Kuro se sentait quelque peu irrité car Yashiro semblait se concentrer uniquement sur sa propre vie personnelle, sans faire d'effort pour prouver son innocence. Kuro était déterminé à ne pas quitter Yashiro des yeux, même un seul instant. Pendant le cours, le professeur a demandé qui était Kuro, et Yashiro a menti en disant qu'il était un élève transféré. Neko est alors soudainement apparu au milieu du cours, ayant l'intention de dessiner sur le visage de Kuro, mais a été attrapé à la place. Vraiment audacieuse ces derniers temps. Le professeur a de nouveau interrogé sur cet élève inconnu, et encore une fois, Yashiro a dit qu'il était un élève transféré. Ainsi, la classe avait maintenant 2 élèves transférés en une seule journée. Au déjeuner, Kukuri a été surprise lorsque Yashiro a apporté son propre repas, rendant ses efforts pour préparer une boîte supplémentaire pour lui inutile. Yashiro a saisi l'occasion de flatter Kuro, qualifiant cela de banto d'amour, ce qui a tellement embarrassé Kuro qu'il a dégainé son épée, prêt à frapper le petit impertinent. Pendant ce temps, Neko avait terminé son propre banto et a décidé de supplier Kukuri pour un peu, mais a immédiatement regretté car il était rempli de légumes. Yashiro a ensuite continué à chercher des informations, examinant la photo floue de la personne qui lui ressemblait, mais il n'a pas pu confirmer l'identité. Plus tôt ce matin, un camarade de classe avait également trouvé la vidéo et avait conseillé à Yashiro de faire demi-tour avant qu'il ne soit trop tard. Yashiro a dû feindre l'ignorance pour demander le clip. À ce moment-là, le clan bleu avait découvert des informations sur le criminel que le clan rouge recherchait, et il l'avait tracé jusqu'à l'école, que Yashiro fréquentait. Yashiro a genre pensé à un moyen de prouver son innocence. Il avait seulement besoin de preuves que, lorsque le coupable était apparu dans la vidéo autour de minuit, il n'était pas sur les lieux. Kuro était sceptique, car personne ne pouvait prouver que Yashiro était resté à l'école toute la nuit. Cependant, Yashiro se souvenait que beaucoup de choses s'étaient passées cette nuit-là, en particulier concernant Neko. Elle avait toujours été à ses côtés, donc elle était sûre qu'il était une bonne personne. Mais Kuro rejetait l'idée de laisser une fille aussi maladroite et folle témoigner, insistant sur le fait qu'elle serait considérée comme complice. Yashiro se rappelait qu'il était resté tard ce soir-là pour préparer le festival scolaire, donc il était confiant de pouvoir trouver quelqu'un qu'il avait vu. Après quelques tâtonnements, les 3 parvinrent enfin à terminer la préparation des costumes pour la pièce, laissant Kukuri anxieuse. Pendant ce temps, le groupe de Mikoto avait également localisé l'école. Yata s'est immédiatement précipité seul, sans attendre de plan. Cette nuit fatidique avait en effet été riche en événements. Kukuri avait été confessée par un autre élève masculin sur la tour dans un grand spectacle devant de nombreuses personnes. Elle l'avait rejeté sans hésitation, laissant le garçon en larmes. Après son premier chagrin d'amour, Kukuri avait essayé d'oublier cela, mais Yashiro lui en avait rappelé, ce qui l'agaçait. Mais le véritable but de Yashiro était simplement de demander si elle l'avait vu traîner là à ce moment-là. Malheureusement, Kukuri n'était pas sûr car Yashiro continuait à apparaître et disparaître après la confession. Le conseil des élèves était intervenu pour résoudre le problème. Yashiro pensait peut-être que le conseil des élèves avait vu son visage, alors il est allé demander au président. Mais elle ne pouvait pas se souvenir, parce qu'elle ne se souciait pas d'un incident aussi trivial. Qui dans le monde étant si occupé par le ciel et la terre, prêterait attention à un nobody comme Yashiro, sous-entendait-elle. Cependant, l'incident avait été rapporté dans les nouvelles parce qu'un grand incendie avait éclaté cette nuit-là. De nombreuses photos avaient été prises par le club de photographie, mais Yashiro cherchait sans relâche, sans trouver une seule image de lui, même par accident. Cela irritait de plus en plus Kuro envers Yashiro, le prévenant que s'il ne trouvait pas de preuves rapidement, il prendrait certainement des mesures. Plus tard, Kukuri demanda à Kuro de l'aider à porter quelques affaires au bureau de la faculté. En entendant cela, Yashiro se souvint d'une autre chance.
Il demanda au professeur de voir la liste des étudiants qui étaient sortis ce jour-là et son nom n'y figurait pas. Cela prouvait qu'il n'avait jamais quitté l'école cette nuit-là et qu'il ne pouvait donc pas être le coupable. Le soulagement qu'il ressentait était écrasant. Quiconque souhaitant entrer sur l'île devait passer par le système de porte automatique. Donc, si le nom de Yashiro n'était pas sur la liste, cela signifiait qu'il était toujours sur l'île. Après cela, Neko demanda à manger, puisque c'était l'heure du repas, et Yashiro alla acheter quelque chose au distributeur automatique. Mais Kukuri devait l'acheter à sa place, car Yashiro avait encore une fois oublié son téléphone de paiement fourni par l'école. Kuro demanda à Kukuri s'il était possible de quitter l'île sans le téléphone, et Kukuri révéla que Yashiro n'avait pas du tout besoin de la porte principale. Il avait sa propre échappatoire. Kuro s'apprêtait à dégainer son épée pour frapper, mais Yashiro implora une autre chance. Kuro pensait qu'il essayait de se transformer en blague, mais Neko intervint pour protéger Yashiro. Les voir se protéger mutuellement adoucit Kiro, lui rappelant son ancien maître qu'il avait également protégé. De cette façon, il ne pouvait pas se résoudre à attaquer. Yashiro disait en effet la vérité. Beaucoup de choses s'étaient passées cette nuit-là. Soudain, Kukuri se souvint d'avoir rencontré Yashiro dans le gymnase à exactement 12h30 cette nuit-là. Ensemble, ils avaient découvert le trou géant dans le plafond et elle avait même secrètement pris une photo de lui et l'avait mise comme fond d'écran. De cela, Kuro conclut que Yashiro était innocent. Il n'y avait aucun moyen qu'il puisse voyager de la scène du crime jusqu'à l'école en moins d'1 heure. Yashiro et Neko se réjouirent, dansant ensemble, tandis que les trois revenaient à se concentrer sur le travail scolaire. Toute la classe était émerveillée de voir à quel point les progrès étaient devenus plus rapides sous la direction de Kuro. Cependant, lorsque Yushiro rentra chez lui pour se détendre, il découvrit une chemise tachée de sang dans son placard. Des souvenirs de cette nuit revinrent soudainement, le faisant se demander s'il n'était pas en réalité le coupable. Sans même le savoir, Neko revint de manière inattendue, et bien que Yashiro essaya de rester calme, il était terrifié à l'intérieur. Neko ressentait également son malaise, mais ne dit rien délibérément. Pendant ce temps, 2 membres du clan rouge, Yatta et Rikyo, arrivèrent à l'école, mais furent bloqués à la porte car ils avaient besoin d'un PDA pour entrer. Le lendemain, le festival de l'école battait son plein, et Kuro prit les rênes en tant que leader, organisant tout le monde pour l'événement. En voyant la manche déchirée de Kukuri, Kuro offrit gentiment de la recoudre, tandis que Yashiro restait là, hébété, incapable de croire que même après avoir prouvé son innocence, il pourrait toujours être le véritable coupable. Pourquoi alors y avait-il une chemise ensanglantée dans son placard ? Quoi qu'il en soit, Yashiro mit cette pensée de côté, essayant d'agir normalement devant ses amis. Le clan bleu avait également prévu de visiter l'école pour confirmer l'identité de Yashiro. Seri exigea que Fushimi l'accompagne pour vérifier, et bien qu'il fût réticent, il obéit aux ordres. Yatta et Rikyo avaient agressé 2 étudiants pour leur téléphone et les avaient utilisés pour entrer discrètement. Une fois à l'intérieur, ils demandèrent des informations sur Yashiro, mais personne ne le connaissait. Personne n'aurait pu deviner que Yashiro et les 2 autres s'étaient déjà faufilés par le passage secret pour acheter plus de feux d'artifice afin de remplacer ceux perdus pendant la nuit. Ils furent poursuivis. À ce moment-là, la délégation du clan bleu arriva également et négocia avec le principal, promettant de ne pas causer de problème tant que l'école fournirait des informations sur Yushiro. Sinon, Seri ferait escalader l'affaire sur le plan légal. Le principal était hésitant car les bleus cherchaient un élève sans même connaître son nom. Seule son apparence vague rendant cela extrêmement difficile. Soudain, Fushimi sortit. Pendant ce temps, les 2 membres du clan rouge rôdaient encore à la recherche de Yashiro, sans succès. À un moment donné, Fushimi et les 2 presque se croisèrent, séparés seulement par une fontaine. Fushimi se rendit ensuite au conseil des élèves, drogua un membre et utilisa son autorité pour comparer les dossiers des élèves avec celui du coupable de la vidéo. En attendant les résultats, Fushimi remarqua Yatta et Rikyo intimidant 2 filles. Yatta refusa de laisser Rikyo élever la voix contre les filles, le menaçant de le frapper s'il le faisait. Après tout, Yatta n'avait interrogé que des garçons tout le temps. Rikyo commença à se méfier du comportement étrange de Yatta. Juste à ce moment-là, Fushimi apparut et se moqua de l'ancienne faiblesse de Yatta pour les filles, une faiblesse qu'il n'avait jamais surmontée. Yatta était furieux contre le traître, déclarant qu'il n'était même pas digne de prononcer son nom. Fushimi haussa les épaules, disant qu'il était simplement différent d'eux, donc partir avait été naturel. Il était juste curieux de savoir comment les 2 avaient réussi à entrer alors que la sécurité ici était si stricte. Fushimi continuait à provoquer Yatta en l'appelant par le nom détesté de Misaki, ce qui ne faisait qu'attiser sa colère. Rikyo essaya de retenir Yatta, lui rappelant qu'une erreur maintenant rendrait tous les efforts de Mikoto vains. Yatta commençait à se calmer un peu, mais Fushimi continuait à insulter Mikoto, poussant Yatta à bout. Incapable de le supporter plus longtemps, Yatta se lança dans la bataille, des flammes s'embrasant autour de lui alors qu'il tournait comme une tornade et frappait. Fushimi bloquait avec des techniques de sabre précises,
et les deux s'affrontaient avec fureur, échangeant coup après coup sans que l'un ou l'autre ne prenne l'avantage. Yata se moquait de ce que Fushimi était devenu plus faible, mais en vérité Fushimi était devenu plus fort, maniant à la fois le pouvoir du feu rouge et du feu bleu contre l'acier. Le combat s'intensifia jusqu'à ce que Fushimi lance 3 dagues, déséquilibrant Yata et le coupant de ses flammes. Rikio tenta d'intervenir, mais 2 autres lames volèrent, le forçant à reculer. Yata rassembla toute sa force, le feu autour de son corps brûlant intensément. Soudain, Seri, vice-commandante des Bleus et main droite de Munakata, arriva pour stopper le combat, leur rappelant que leur but ici n'était pas de se battre. Reconnaissant Yata comme le commandant avant-garde du roi du sang, surnommé le patineur de la mort, Seri se présenta à son tour comme la célèbre sorcière sans cœur. Seri demanda qu'il se retire pacifiquement, mais Yata était trop enragée pour écouter, jusqu'à ce qu'elle révèle que Mikoto était vivant et en bonne santé. Sa plus grande préoccupation quotidienne était simplement de savoir si la nourriture était bonne ou mauvaise. Yata céda, réprimant sa fureur et quittant les lieux. Fushimi cependant fut réprimandé pour avoir provoqué le conflit et infiltré les dossiers scolaires. Néanmoins, Seri exigea de savoir quelles informations il avait découvertes. Avant de partir, Yata décida de questionner une personne de plus, cette fois déterminée à interroger une fille pour ne pas être moquée à nouveau. Celle qui l'aborda était Kukuri, mais elle lui dit que ne connaissait pas du tout la personne sur la photo. Fushimi, incapable de localiser Yashiro, commença à soupçonner que le coupable ne faisait que se déguiser en étudiant. Pendant ce temps, Mikoto était tourmenté par 2 étranges rêves. Dans ceux-ci, il détruisait des lieux dans un incendie si intense qu'il menaçait même de le consumer. Il rêvait même du visage de celui qui avait tué son camarade. À ce moment-là, le groupe de Yashiro s'était arrêté dans un diner, parce que Neko avait crié qu'elle avait faim. Mais Yashiro restait distrait, piégé par la pensée qu'il pourrait vraiment être le coupable. Parmi d'innombrables personnes, une seule avait une photo de lui. Kuro ne l'avait toujours pas complètement écarté en tant que suspect. Si Yashiro n'était pas le tueur, alors il devait découvrir qui l'avait piégé. En regardant autour du diner, Yashiro remarqua les murs couverts de photos de clients réguliers. Même le groupe de Kukuri avait sa photo là-bas. Pourtant, son propre visage était absent. Le propriétaire le reconnaissait comme un habitué, mais était également surpris qu'aucune photo de lui n'existât. En même temps, Seri rendit visite à Kusanagi. Cette fois, elle n'était pas vêtue de son uniforme rigide habituel, mais s'était stylisée en une dame raffinée. Elle était agacée que Kusanagi ait révélé son surnom, sorcière sans cœur, à ce gamin. Mais elle n'était pas venue juste pour boire. Seri exprima son inquiétude concernant le pouvoir croissant de Mikoto. S'il perdait à nouveau le contrôle, la carte du Japon elle-même pourrait devoir être redessinée. Kusanagi répondit que c'était exactement pour cela que Mikoto avait cherché le clan de Munakata. Il voulait simplement une nuit de sommeil paisible sans se soucier du danger qu'il représentait. Kusanagi partagea alors l'histoire d'un ami qu'il avait, lui et Mikoto, autrefois profondément respecté, maintenant perdu pour eux. Il y a 8 ans, cette personne était dévouée à Mikoto, ne souhaitant que devenir son vassal lorsque Mikoto deviendrait roi. Une fois, il avait été battu dans la rue et hospitalisé. Tel était le prix d'être proche de quelqu'un d'aussi puissant que Mikoto. Mikoto était parti en furie pour confronter l'attaquant, mais le garçon avait insisté pour lui demander de lui gratter la jambe. Étrangement, le Mikoto violent avait en fait accepté, bien qu'il ait quand même donné un coup de poing au jeune bandé par la suite. Pendant tout cela, Yashiro luttait encore avec son identité, ses souvenirs flous et incomplets. Kuro a suggéré d'appeler Kukuri pour confirmer, mais Neko a agi de manière suspecte, refusant de le laisser appeler, insistant pour qu'il retourne et lui demande directement. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, elle a simplement répondu qu'elle n'aimait pas ça, puis s'est transformée en chat et est partie. Lorsque Yashiro a appelé Kukuri, elle a soudainement prétendu ne pas savoir qui il était et qu'elle n'avait jamais rencontré quelqu'un avec ce nom. Son ton n'était pas humoristique, ce qui a immédiatement suscité des doutes entre eux. Kuro est devenu de plus en plus méfiant et a voulu retourner à l'école pour vérifier. Yashiro a essayé d'appeler chez lui, mais l'opérateur a signalé que le numéro qu'il avait composé n'existait pas. Il se demandait s'il avait mal composé ou s'il mentait lui-même. Kuro pensait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans sa tête. Revenant 3 ans en arrière, Mikoto était à l'époque un roi inégalier dont le pouvoir était absolu. Dans l'organisation se trouvait un homme nommé Totsuka, le même Totsuka qui avait été tué au sein du clan rouge. Totsuka était joyeux, vivant et aimable, tout comme Yashiro maintenant. Ce n'était pas un combattant, mais tout le monde l'aimait comme un membre de la famille. Bien qu'il fût frêle, il désirait ardemment devenir le subordonné de Mikoto, croyant que la force de Mikoto n'était pas destinée à la destruction, mais à protéger les autres. Mikoto se souvenait comment Totsuka l'invitait constamment à sortir pour manger une soupe thaïlandaise. Après quelques années, Mikoto était devenu roi, et jusqu'à 3 mois auparavant, tout avait encore été vivant et ordinaire.
Totsuka avait de nombreux passe-temps et il venait même d'acheter un nouvel appareil photo. Il jouait souvent de la guitare et chantait pour tout le monde. Pourtant, Totsuka avait été assassiné juste devant leurs yeux il y a seulement une semaine, laissant Yata dans une douleur insupportable. Kusanagi avait rendu l'appareil photo de Totsuka à Mikoto. Au même moment, Yashiro et Kuro étaient retournés à l'endroit que Yashiro appelait autrefois chez lui, pour découvrir qu'il ne s'agissait que d'un terrain de sport. Yashiro commença à douter s'il était vraiment Yashiro ou si Yashiro n'avait jamais existé. Plus il essayait de se souvenir, plus sa mémoire devenait vide. Désespéré, il demanda à Kuro de mettre fin à ses jours, car son existence semblait dénuée de sens si personne dans le monde ne se souvenait de lui. Kuro se préparait à frapper. Mais alors, les mots de son défunt maître, Ikijin, ressurgirent. Le guidant, Kuro décida que Yashiro devait se battre pour découvrir sa véritable identité. Il devait démasquer les secrets derrière tout cela avant de prendre des décisions. Kuro ne se permettrait pas de choisir à l'aveuglette alors qu'il restait tant d'inconnus. Yashiro était profondément touché par ces paroles. Juste à ce moment-là, les projecteurs sur le terrain s'allumèrent et le clan bleu les entoura, ordonnant leur capture. Kuro refusa, alors Seri ordonna à ses hommes de dégainer leurs lames. Se cachant à proximité, Neko apparut soudainement et lança une illusion, transformant le terrain en une ville animée pour les aider à s'échapper. Les bleus tombèrent dans la confusion, mais Seri réalisa rapidement que tout cela n'était qu'une illusion. Alors que Neko s'apprêtait à les conduire dehors, Seri les intercepta. Kuro s'avança pour se battre, déclarant qu'il ne dégainerait même pas son épée. Cette lame n'était pas destinée à tuer des gens comme Seri. Même sans dégainer son arme, il parvint à se battre à égalité contre elle, la forçant à se retrouver dans une situation délicate. Fushimi rapporta immédiatement l'affrontement à Munakata. À ce moment-là, l'épée de Damoclès apparut dans le ciel, brisant l'illusion. De loin, Munakata s'approcha lentement, invoquant sa propre épée tout en dénouant progressivement la barrière. D'un seul coup de pied, il dissipa le pouvoir de Neko, la forçant à retrouver sa forme normale. Munakata expliqua son pouvoir, la reconnaissant comme une souche mystérieuse dont les illusions représentaient un danger extrême. Kuro, il résolut de rester en arrière pour leur donner du temps. Neko acquiesça, entraînant Yashiro avec elle. Lié par son propre code, Kuro refusa de dégainer son épée. Munakata le pressa, essayant de le forcer à un duel à mort. Il n'a pris même pas la peine de dégainer sa propre lame, attaquant plutôt avec le fourreau de l'épée. Sans armes, Kuro n'avait aucune chance contre le roi et fut vaincu, rapidement laissé son pouvoir. En fuyant, Yashiro s'arrêta soudainement et se retourna. Pour une raison quelconque, Munakata avait cloué Kuro sous son pied, le ridiculisant au sujet de son ancien maître. Il méprisait le défunt maître de Kuro comme un échec indigne d'être roi. Affirmant que son existence n'avait fait que déstabiliser l'équilibre des pouvoirs parmi les rois, une tâche perpétuelle aux yeux de Munakata. Et maintenant, Kuro choisissait volontairement de devenir un pion pour Yashiro, croyant qu'il serait le nouveau roi. Munakata soupçonnait que Yashiro pourrait être un manipulateur, conscient que Kuro resterait à ses côtés jusqu'au moment du jugement. Ainsi, Yashiro pouvait simplement utiliser Neko pour tromper Kuro, le gardant proche en tant que protecteur. Peut-être qu'ils n'étaient tous que des pièces sur l'échiquier de Yashiro. Même Kuro lui-même le savait. Pourtant, il continua. Kuro avait été avec Yashiro assez longtemps pour comprendre sa nature. Soudain, Yashiro se retourna, réticent à abandonner ses amis. À ce moment-là, il s'excusa auprès de Kuro pour avoir menti. Il invoqua l'épée du roi et lança une attaque. L'épée de Yashiro brillait d'un éclat blanc, sa puissance étant égale à celle de Munakata. Munakata leva la main pour bloquer, mais ne put pas. Pourtant, tout cela n'était qu'une feinte destinée à donner à Kuro une ouverture pour percer et s'échapper. Bientôt, il brisa les défenses du clan bleu et s'enfuit. Dehors. Seri ordonna à Fushimi d'appeler la police. Les trois se cachèrent dans une ruelle. Bien que l'état de Kuro semblait mauvais, Yashiro révéla que le combat précédent n'avait été qu'une illusion créée par Neko. Kuro expliqua l'aptitude de Neko. La capacité n'était pas seulement de créer des illusions, mais aussi de manipuler la mémoire en insérant une familiarité dans l'esprit des autres dès leur première rencontre. L'acceptation de Yashiro à l'école avait été l'œuvre de Nico. Elle avait altéré les souvenirs de ses camarades de classe et même les siens. Maintenant, Yashiro la suppliait de restaurer ses véritables souvenirs afin qu'il puisse savoir s'il était vraiment celui que Kuro recherchait. Kuro l'exhortait à réfléchir soigneusement, mais Yashiro était prêt à assumer ses responsabilités. La responsabilité de tout ce qu'il avait fait. Revenant à la nuit en question, Neko se trouvait dans la salle d'équipement lorsque Yashiro tomba droit du ciel dans le gymnase de l'école. Elle le trouva, et en voyant son sourire, elle se sentit en sécurité. Neko avait revendiqué Yashiro, lui donnant un faux souvenir et un nom. Lorsque Kukuri entra en entendant le bruit, elle vit Yashiro, mais n'avait aucune idée de qui il était. Neko avait utilisé son pouvoir pour implanter Yashiro dans les souvenirs de ses camarades de classe, et même dans ses propres souvenirs. Mais c'était tout ce que Neko lui avait montré. Naturellement, Yashiro voulait en voir plus.
Neko voulait qu'il promette que s'il voyait la vérité, il ne la quitterait pas. Yashiro a promis, et elle a révélé qu'avant ce moment, il avait été expulsé d'un dirigeable et était tombé directement dans le gymnase. Yashiro voulait savoir qui était cette personne. En levant les yeux vers le ciel, le dirigeable réapparut. Le lendemain matin, ils se tenaient tous les trois dans un champ ouvert, respirant l'air frais. Yashiro a dit que bien que tant de choses aient été fausses, le temps qu'il avait passé avec tout le monde avait été réel, et il le chérissait. Avec ses deux amis, il retourna une dernière fois sur le pont menant à l'école pour faire ses adieux, car ça avait été un endroit qu'il appelait chez lui. Il jura de garder les souvenirs de cet endroit dans son cœur. Bien que son passé soit encore flou, il jura de le découvrir dès que possible. Kuro les pressa de partir avant que le clan bleu ne découvre le remplacement. Les trois décidèrent alors de vivre librement, joyeusement et sans contrainte. Le clan de Munakata avait déjà fait de la capture de Yashiro sa priorité absolue. La difficulté était que Yashiro avait deux compagnons suspects, et personne n'aurait pu imaginer qu'il s'échapperait même des griffes de Munakata. Ils avaient même échappé à Fushimi, le plus grand poursuivant, ne laissant aucune trace sur les cartes de surveillance. Munakata était certain qu'il n'était pas du genre à reculer facilement. Soudain, Fushimi frappa à la porte pour signaler qu'une équipe de recherche avait été attaquée, leur PDA volé et que la victime avait identifié l'attaquant comme étant Kuro. Munakata comprit que c'était un message et ordonna à Fushimi de vérifier. En effet, un morceau de papier avec le numéro 14 fut trouvé. Fushimi, Seri et Munakata s'assirent en silence, attendant. À l'heure convenue, Yashiro appela. Il avait caché sa position pour qu'il ne puisse pas le tracer. Yashiro exigea que Munakata lui dise qui se trouvait sur l'aéronef, car cet homme était le véritable coupable du meurtre de Totsuka. Yashiro voulait négocier avec Munakata, stipulant que s'il capturait la personne sur l'aéronef, alors Yashiro se montrerait. Munakata ne voulait pas accepter car personne ne pouvait être certain que les deux autres ne viendraient pas secourir Yashiro. Munakata traîna délibérément, parlant en rond pour donner plus de temps à l'équipe de Fushimi pour les retrouver. Juste au moment où Yashiro pensait que la négociation avait échoué, un instant plus tard, Munakata changea d'avis. Puisque Fushimi avait déjà localisé Yashiro et que Munakata continuait à gagner du temps pour que ses hommes interviennent, Munakata accepta soudainement de capturer le roi argent Adolphe, qui était aussi le premier roi, en échange de ce que le groupe de Yashiro se montre quand il le souhaitait, tant que les trois apparaissaient ensemble. Cependant, contrairement aux paroles de Munakata, Fushimi avait déjà amené des hommes près du camion où se cachait le groupe de Yashiro. Ses subordonnés étaient hésitants, craignant de ne pas pouvoir gagner contre les hommes de Yashiro. Furieux, Fushimi s'emporta, se demandant pourquoi il devait traîner cette bande inutile avec lui, puis leur révéla que Yashiro n'avait même pas de véritable pouvoir, donc il n'avait rien à craindre. Ils prirent d'assaut le camion, mais en l'ouvrant, le groupe de Yashiro n'était nulle part à trouver. Il ne restait qu'un téléphone et un chargeur portable. Yashiro les avait laissés derrière lui pour tromper le Sceptre 4 et gagner du temps pour qu'il s'échappe. À ce moment-là, ils étaient déjà descendus vers un ferry sur la rivière, et c'était Kuro qui avait détecté le danger et les avait sauvés. Heureusement, il avait un bon sens de la nature rusée de Munakata et était resté sur ses gardes. Les trois décidèrent de se diriger vers leur prochaine destination. Ayant échoué à capturer Yashiro, Munakata décida d'honorer l'accord et se concentra sur l'arrestation du roi Argent. Un état d'urgence fut déclaré, mobilisant des forces exceptionnellement importantes, quelque chose de rarement vu. Ils avaient déjà envoyé 3 messages au roi Argent, mais n'avaient reçu aucune réponse. Munakata exigeait simplement que la procédure soit respectée. Seri suggéra qu'il devrait d'abord demander la permission au roi Or, mais Munakata savait qu'il n'approuverait jamais, alors il insista pour capturer d'abord et faire rapport ensuite, prêt à assumer l'entière responsabilité lui-même. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il irait si loin, Munakata précisa que ce n'était pas à cause de son accord avec Yashiro, mais parce qu'il soupçonnait déjà le roi Argent d'être impliqué dans plusieurs incidents récents, et de se comporter de manière suspecte. La route de l'aéronef avait longtemps été fixée, mais dernièrement, elle avait changé de manière erratique. Un signe clair de quelque chose d'inhabituel. Au début, Munakata pensa qu'il s'agissait simplement d'un changement de trajectoire. Mais comme il avait des contacts au bureau de contrôle aérien, il leur demanda de vérifier. Les dirigeables ne changent de cap que s'il y a un incident à bord. Alors, qu'est-ce qui faisait que celui-ci changeait de cap si fréquemment? De plus, la nuit précédente, il avait été vu planant près du stade où ils avaient combattu, et l'un de ses itinéraires passait également par le site du meurtre de Totsuka. Munakata ordonna alors à toute son équipe de procéder à l'arrestation du roi Argent sur la charge d'implication dans la mort de Totsuka, membre du clan de Mikoto. Pendant ce temps, Nico espionnait les mouvements de Sceptre 4. Bientôt, des hélicoptères décollèrent en pleine opération. Une unité s'approcherait du dirigeable et leur capitaine donnerait un avertissement.
S'il n'y avait pas de réponse dans les minutes qui suivaient, ou si la capture échouait, ils ouvriraient le feu sans retenue. Le roi Argent, voyant du visiteur arriver, était déjà prêt à les accueillir. Il prit immédiatement la fille dans ses bras et dansa quelques pas avec elle comme un salut moqueur, puis la jeta de côté, la laissant étendue sur le sol. Yashiro et Kuro avaient déjà détourné un des hélicoptères de Scepter 4. Kuro demanda à Yashiro l'identité de ce premier roi. Même Kuro ne l'avait jamais rencontré, il n'en avait entendu parler que par Ichin. Parmi les 7 rois, il était un roi particulier. Comme le roi d'or, cet homme était appelé le roi d'argent et était entouré de mystères. À cause de lui, même le roi d'or, maître des finances, n'était classé qu'en 2e position. Le roi d'argent régnait sur les cieux et était considéré comme le leader des rois, tandis que le roi d'or régnait sur la terre. À ce moment-là, Nikko, avec malice, faisait briller le projecteur partout, ce qui lui valut des réprimandes de Fushimi. Kuro craignait qu'une fois qu'il se rapprocherait du dirigeable, il serait difficile de se séparer des autres. Nikko, trop impatient, poussa les commandes en avant, envoyant leur hélicoptère droit vers le vaisseau du roi d'argent. Juste avant la collision, le roi d'argent fit exploser son dirigeable entier et l'hélicoptère de Yashiro s'écrasa contre lui, provoquant une énorme explosion. Personne ne savait que le roi d'argent s'était déjà échappé en toute sécurité vers un autre endroit. Il y a une décennie, le roi d'argent était encore dans l'armée, menant des expériences pour découvrir la nature des pouvoirs possédés par les rois actuels. Lors d'une de ces expériences, ils créèrent un labyrinthe miniature et y placèrent un rat de laboratoire. Alors que le roi d'argent l'infusait de pouvoir, le rat invoqua une épée et traversa le labyrinthe. Il utilisa ce pouvoir pour s'échapper facilement et de manière étonnante, il devint un leader que les autres rats suivirent. L'influence du rat renforcé se propagea aux autres, tout comme elle pouvait le faire chez les humains. La raison en était que ce pouvoir fonctionnait comme un champ magnétique entourant leur corps, et le résultat fut la formation d'une escouade de super soldats. Même le roi d'or était stupéfait par l'expérience. Cependant, le pouvoir était trop grand et le labyrinthe a explosé. Le roi d'argent avait une sœur qu'il aimait profondément et tous deux étaient sponsorisés par l'armée pour ces expériences. Le roi d'argent n'a jamais beaucoup aimé le roi d'or, car ce dernier ne pensait qu'à la guerre. Mais sa sœur l'a forcé à se taire, car en matière de finances, de telles choses étaient inévitables. Le roi d'or semblait également avoir des sentiments pour sa sœur. Mais plus tard, le roi d'argent l'a perdu dans une guerre causée par le pouvoir même qu'il chérissait autrefois. Il en est venu à considérer cela comme une terrible erreur. Lorsque la guerre a pris fin, il a abandonné tout, a pris son dirigeable et a fui depuis, coupant même ses anciens liens avec le roi d'or. Dans le présent, après la chute du dirigeable, beaucoup de gens croient encore qu'il s'agissait du vaisseau d'un culte ou d'une force sacrée. Mais la vérité était qu'il n'y avait rien de remarquable. Peu de temps après, les lapins de Sceptre 4 ont scellé le site du crash. Pourtant, aucun corps n'a été trouvé dans le cockpit de l'hélicoptère abattu. Au lieu de cela, les deux qui auraient dû être à l'intérieur ont été découverts inconscients à proximité de l'école où Yashiro avait autrefois séjourné. Bien que leurs souvenirs aient été altérés, certains camarades de classe ressentaient toujours qu'il manquait quelque chose, comme s'il y avait eu quelqu'un qui aidait toujours avec des choses importantes, mais ils ne pouvaient pas se rappeler qui. Kukuri n'avait plus de sentiments pour Yashiro, mais pour Mishuna, le garçon qui lui avait avoué ses sentiments au sommet de la tour. Les préparatifs pour le festival étaient encore inachevés, et les étudiants discutaient de l'utilisation d'une chambre de dortoir vide pour le stockage. Kukuri, fixant le distributeur automatique au rez-de-chaussée, ressentait un vague sentiment de familiarité. Lorsque les anciens amis proches de Yashiro ont visité sa chambre, ils ont tous eu l'impression que quelqu'un de profondément familier y avait autrefois vécu. Mais personne ne pouvait le nommer. Ils parlaient de ce garçon, mais ne pouvaient pas se souvenir de qui il s'agissait. À cette époque, Munakata a cherché à rencontrer le roi d'or, le souverain des finances, pour discuter. Le roi d'or se tenait devant le cercueil où le roi d'argent reposait dans un sommeil. Leur salutation était brève, presque cordiale. Virgile, le roi d'or, a alors entraîné Munakata dans un plan cosmique, invoquant son épée et conjurant des planètes pour l'attaquer. Il exigeait de connaître le but de Munakata. Munakata expliqua qu'il était venu seulement pour parler, si bien que leur affrontement s'est interrompu. Il voulait prendre le corps présumé du roi d'argent pour l'examen, car c'était le roi d'or qu'il avait trouvé sur le site de l'accident. Le roi argent avait vécu immortellement pendant une demi-vie sans jamais mourir, si bien que sa mort soudaine était suspecte. Voyons l'aura oppressive du roi or rayonner dans toutes les directions, Mukataka comprit et se retira. Pour l'instant, il ne pouvait pas s'opposer à lui car le pays avait encore besoin du roi or. Pendant ce temps, Mikoto était dans sa cellule lorsqu'un téléphone apparut soudainement et se mit à sonner sans arrêt. Au bout du fil se trouvait quelqu'un prétendant avoir tué Totsuka, un renard masqué. Cette figure se trouvait dans l'ancienne chambre de dortoir de Yashiro. Il se moqua et se jeta sur Mikoto, tentant même de harceler Anna.
À la mention d'Anna, les yeux de Mikoto s'ouvrirent brusquement. Profitant de l'instant, l'esprit du renard se jetait dans le corps de Mikoto, essayant de s'emparer de son énergie. Mais ce qu'il n'avait jamais prévu, c'était que Mikoto lui renverrait l'énergie, libérant une force colossale qui terrifia le renard, le forçant à fuir par peur. Le pouvoir de Mikoto chassa le renard masqué dans l'ancienne chambre de Yashiro, où il éclata en une énorme explosion. Par la suite, Mikoto brisa ses entraves et s'évada de prison. Anna, le ressentant, sut immédiatement que Mikoto revenait. Son corps flamboyait comme une flamme vivante et il incinéra la prison, provoquant une autre explosion colossale. Scepter Fort essaya tous les moyens de l'arrêter, mais rien ne fonctionna. Seri mobilisa toute l'unité pour bloquer son chemin, lui lançant des techniques. Mais le feu écrasant de Mikoto les brûla. Son escouade fut écrasée sous sa puissance, n'évitant des dégâts plus graves que grâce à Fushimi qui enfonça rapidement ses couteaux dans le sol, désamorçant l'impact des flammes. Tremblant, Fushimi atteignit son épée, mais sa force était déjà épuisée. Quiconque tentait de se mettre en travers du chemin de Mikoto était balayé et vaincu par sa puissance. Calmement, sans relâche, Mikoto continua d'avancer, car une fois qu'il avait décidé de bouger, personne ne pouvait l'arrêter. Dehors, tout le clan rouge attendait déjà. Il savait que ce mouvement signifiait que Mikoto avait trouvé celui qui était responsable de la mort de son camarade. Pendant ce temps, Fushimi maintenait le sceptre 4 de le poursuivre. Avec son équipe à ses côtés, Mikoto marcha vers l'école pour confronter la plan. À l'intérieur de l'école, Kukuri jeta un coup d'œil à l'extérieur et vit l'épée de feu de Mikoto suspendue dans les airs. Une explosion tonitruante secoua le campus alors que Mikoto brisait la porte de sécurité. Les étudiants paniquèrent, criant alors que le clan rouge faisait éruption. Mikoto lança une boule de feu qui coupa la tour de l'horloge en deux, figeant tout le monde sur place. Kusanagi, tenant un mégaphone, assura aux étudiants qu'ils ne cherchaient que le garçon de la vidéo, que personne d'autre ne serait blessé, et demanda leur coopération. La bande se sépara pour chercher. Mikoto donna ses ordres puis s'en alla seul. Les membres de Homra jurèrent de ne pas blesser les innocents, mais leur attitude brutale, défilant avec des battes et des tuyaux, n'inspirait guère confiance. Leur arrogance rendait les étudiants trop effrayés pour résister, mais aussi réticents à aider. Kusanagi dit à ses hommes d'improviser si quelqu'un ripostait, mais d'éviter absolument de nuire aux innocents. Aucune violence n'était permise. Les forces de Scepter Fort arrivèrent, alors Kusanagi redéploya ses hommes, renforçant le contrôle des portes. Anna travaillait sans relâche à la recherche de l'emplacement de l'intrus, mais ne parvenait toujours pas à le trouver. L'équipe de Fushimi fut arrêtée à l'extérieur. Puis, mystérieusement, le son d'un miaulement de chat. La voix de Neko résonna. Pendant ce temps, Seri baissa la tête, s'excusant auprès de Munakata d'avoir laissé Mikoto s'échapper. Mais Munakata ne lui en voulait pas. Après tout, Mikoto était le troisième roi. Munakata soupçonnait déjà le but de Mikoto en venant. Si le véritable coupable était un autre roi, les choses deviendraient compliquées. Le roi incolore, le 7e roi, était une existence bizarre, chaque génération possédant un pouvoir extraordinaire et imprévisible. Le 7e roi était comme un joker dans un jeu de cartes, incontrôlable. Munakata ne fit aucun mouvement pour intervenir car il savait que le nouveau roi incolore, Yashiro, allait inévitablement affronter Makoto. Étant donné que les deux étaient des forces dangereuses et volatiles, il valait mieux les laisser se détruire mutuellement, laissant Monekado profiter en tant que troisième partie. Soudain, la neige commença à tomber du ciel nocturne. À ce moment-là, Anna grimpa sur une falaise rocheuse pour atteindre Mikoto, mais glissa. Il la rattrapa, la tirant à ses côtés, lui permettant de se reposer près de lui. À ses yeux, les gens ne pouvaient être reconnus que par leur couleur, et la couleur de Mikoto était la plus belle de toutes. Elle n'avait pas encore trouvé l'ennemi caché, mais croyait que tôt ou tard, la souris tomberait dans le piège. Il n'y avait donc pas de raison de désespérer. À l'école, Homra avait désormais complètement pris le contrôle. Quiconque essayait de s'échapper était capturé et contraint de revenir à l'intérieur. Kusanagi avertit Yatta de ne pas être si impulsif. Il savait que Yatta voulait tuer Fushimi, mais lui dit de tenir bon pour l'instant. Fushimi avait autrefois parlé de partir à Yatta. Il a dit qu'il quittait, parce que les actions de Homra étaient enfantines et qu'il en avait assez de leur symbole orgueilleux. Cela a plongé Yatta dans une frénésie, surtout lorsque Fushimi a brûlé son tatouage Homra avec ses propres flammes juste devant lui. Fushimi les a moqués pour avoir des pouvoirs spéciaux, tout en agissant comme des enfants gâtés. Même maintenant, chaque fois que Yatta se souvenait de la cicatrice où ce tatouage avait été, il était pris de rage, mais sans ordre, il ne pouvait toujours pas bouger. Kusanagi est alors allé chercher Mikoto pour lui confier des choses sur Totsuka dans le passé. Et il a réalisé que depuis le tout début, seul Totsuka avait vu quelque chose de différent en Mikoto et lui avait fait confiance, pendant que tout le monde le considérait comme une bombe à retardement. Kusanagi n'allait également jamais penser qu'être avec Mikoto et tout le monde apporterait autant de joie. Soudain, Kusanagi a appelé Anna pour l'accompagner, afin que Mikoto puisse s'occuper de ses propres affaires.
car il avait un invité qui l'attendait non loin et cette personne n'était autre que Munakata. Les deux ont eu une conversation et Munakata voulait que Mikoto retire ses forces et laisse Yashiro à lui. Cependant, Mikoto a encore refusé. Peu importe l'accord que Munakata proposait, il a décliné. Munakata croyait que si Mikoto libérait à nouveau son pouvoir, une catastrophe se produirait et des milliers de personnes innocentes mourraient. Mais Mikoto voulait simplement s'occuper de ses propres affaires et être laissé tranquille comme cela avait toujours été. Munakata, le considérant toujours comme un ami, a demandé une fois de plus si Mikoto était sincère. Vraiment certain, Mikoto était complètement résolu dans sa décision. Le groupe de Yashiro venait juste de revenir à leur cachette temporaire, pour découvrir qu'elle avait été vandalisée et brûlée, avec une personne inconnue ayant creusé un trou dans le sol. Ils avaient déjà entendu les nouvelles concernant l'école, et ils savaient qu'infiltrer celle-ci serait presque impossible, puisque les clans bleus et rouges avaient verrouillé tout. Au pire, toute l'île pourrait devenir un champ de bataille. Ils ne savaient pas encore quoi faire, alors Yashiro pensa à écouter les paroles que le maître d'Ichin Kuro avait laissées derrière lui. Cependant, Kuro croyait que ce qu'ils devaient faire était déjà clair. Ils iraient ensemble secourir Kukuri et les autres. Mais pour cela, ils devaient d'abord découvrir où elle et les autres étaient retenus. Mikoto ne voulait pas y aller, mais elle le suivit à contre-cœur après que Yashiro l'eut persuadé. Le lendemain matin, Yata appela Kusanagi pour demander des renforts. Mikoto était encore en train de ruminer ce que Munakata avait dit la nuit précédente. Il n'était pas sûr des ordres qu'il devait donner, mais soudain, il se leva et quitta la pièce, surprenant tout le monde du côté de Munakata. Même le clan bleu ne savait pas quoi faire. Soudain, de la fumée noire fut détectée à l'intérieur de l'école, et Munakata n'eut d'autre choix que d'ordonner à ses forces de se préparer à agir immédiatement. Les étudiants se blottissaient ensemble par peur. À l'intérieur de l'académie, l'unité de Yata avait reçu l'ordre d'attendre juste à la porte avant de pénétrer. Seri leur ordonna de se rendre et de déposer leurs armes. Mais l'unité de Yata, bien sûr, n'écouta pas. Seri donna immédiatement l'ordre à son armée de charger. Et dès que le clan bleu entra, le bataillon du clan rouge était déjà prêt à engager le combat. Les deux camps s'affrontèrent avec férocité. À ce moment-là, une série d'explosions étranges éclata autour de l'académie. Munakata laissa l'endroit à Seri pour s'en occuper, tandis qu'il sautait seul dans les airs. Juste à ce moment-là, une autre explosion se produisit. Un membre du clan rouge était sur le point d'être écrasé par des débris tombants, et Munakata descendit avec compassion pour le protéger. Mais il s'avéra que cet homme était un traître qui se retourna et poignarda Munakata. Munakata lâcha tous les débris, indifférent à ce qui arriverait à lui-même et à cet homme. Entendant des explosions plus fortes, Kusanagi pensa qu'il était peut-être même possible que quelqu'un ait sorti de l'artillerie lourde. Anna commença à craindre que quelque chose de terrible ne se produise. Elle prévoyait que tout l'endroit allait bientôt exploser complètement, alors elle se précipita pour vérifier. En regardant autour d'elle, quelqu'un l'a visée et a tiré. Heureusement, Anna n'a pas été touchée. Kusanagi a essayé de repérer le tireur et a découvert qu'il portait un uniforme du clan bleu. Après les explosions, les étudiants fuyaient dans la panique. Partout, les bâtiments explosaient continuellement et Kukuri restait figé, regardant tout s'effondrer. Juste au moment où une brique allait lui tomber dessus, Kuro est apparu et l'a sauvé. Yashiro a couru et s'est représenté depuis le début. Alors qu'ils se regroupaient joyeusement, une voix s'est fait entendre. Mikoto attendait déjà le groupe là. La nouvelle Kana avait été blessée par un membre du clan bleu s'était répandue parmi tout le monde, intensifiant encore le conflit entre le clan rouge et le clan bleu. Seri était extrêmement inquiète pour Munakata, mais le champ de bataille ne lui laissait aucune place pour la distraction. Yator s'est précipité pour attaquer Seri sans relâche, mais Fushimi est soudainement apparu pour le bloquer. Les deux ont décidé de régler leur rancune une bonne fois pour toutes. Mikoto ne comprenait pas pourquoi Yashiro, qui l'avait appelé là, avait maintenant l'intention de s'enfuir. La chaleur que Mikoto dégageait rendait l'atmosphère suffocante. Mais en vérité, Yashiro n'était pas celui qui l'avait appelé. Cependant, dire cela ne convaincrait personne. Alors Kuro s'avança pour se battre et fut facilement écarté. Nico utilisa des illusions pour distraire Mikoto, mais de manière inattendue, Mikoto frappa le sol et l'illusion disparut instantanément. La fille s'éclipsa alors, laissant les hommes se battre entre eux. Kuro continua à frapper pour gagner du temps, mais peu importe ce qu'il faisait, il ne pouvait pas repousser Mikoto. Mikoto contre-attaqua. Kuro esquiva juste à temps et chargea pour un combat rapproché. Mikoto n'aimait pas perdre de temps, alors il se transforma en un soleil rougeoyant et faillit incinérer tout ce qui l'entourait. Peu importe ce que faisait Kuro, c'était comme s'il essayait d'écraser un moustique. Heureusement, Munakata intervint juste à temps. Munakata, portant toujours le jeune homme qu'il avait poignardé avec le couteau encore planté dans son corps, se précipita pour bloquer Mikoto, donnant à Yashiro et à son groupe une chance de s'échapper en toute sécurité. Neko le les fuir,
Comme il ne pouvait rien faire contre Mikoto, même ses illusions ne pouvaient pas fonctionner. Mais tout à coup, Kukuri vit Yashiro blessé et voulut vérifier son état. Lorsque Yashiro s'approcha, son attitude changea complètement et elle le poignarda avec un éclat de verre. Il s'est avéré que Kukuri avait été imité par le coupable. C'était lui qui avait appelé Mikoto, tiré sur Anna et poignardé Munakata. Auparavant, il s'introduisait dans les yeux des gens et prenait le contrôle les uns après les autres. Et cette fois, il a saisi l'occasion d'entrer dans les yeux de Yashiro. Il voulait que Yashiro se souvienne de tout ce qu'il avait oublié et ne cessait de parler, l'exhortant à s'endormir pour pouvoir le contrôler facilement. Yashiro entendit la voix de Nekol l'appelant et voyant qu'il ne pouvait pas prendre le contrôle, l'homme à la tête de renard retourna dans le corps de Kukuri et s'enfuit. Des souvenirs affluèrent soudainement, choquant Yashiro. Il s'allongea, se remémorant progressivement tout, y compris les souvenirs de la guerre de l'époque et son histoire avec le roi d'or. Yashiro se leva soudainement. Une vague d'énergie jaillit de lui, forçant tout le monde à cesser de se battre et à se concentrer sur lui. Une radiance argentée se répandit sur toute la zone, illuminant tout. Lorsque la lumière s'est estompée, une épée apparut dans le ciel. L'épée de Yashiro s'était pleinement manifestée, brillant intensément à travers les cieux. Le roi d'or vit également cela et fit remarquer que Yashiro aimait vraiment surprendre les gens. Kuro était terrifié, ne sachant pas ce qui se passait. Les blessures sur le corps de Yashiro avaient disparu. Il rassura tout le monde en disant de ne pas s'inquiéter. Lui-même était immortel. Il était le roi argent. Le premier roi, Adolphe. Yashiro pouvait être certain d'une chose. Il était maintenant simplement Yashiro, qui avait été avec tout le monde depuis le début. L'énorme épée dans le ciel a disparu. Fushimi a dit à Yatta de ne pas quitter des yeux le combat. Les deux côtés sont alors revenus à leur affrontement furieux. Mikoto et Munikata ne voulaient également pas manquer l'occasion de se battre sérieusement l'un contre l'autre. Ils dégainèrent donc à nouveau leurs épées pour continuer. Pendant ce temps, Yoshiro avait tout rappelé. L'ancien roi sans couleur était venu à lui et avait échangé de corps. Il s'intéressait à l'immortalité de Yashiro et a donc agi. Après avoir pris son corps, il a jeté Yashiro du dirigeable. Cependant, il n'a saisi que son corps. Son cœur et son âme, il ne pouvait pas les toucher car Yashiro était le roi argent. Le roi argent représentait l'indestructibilité et était immunisé contre toute interférence. En d'autres termes, c'était le roi incolore qui avait utilisé ce corps pour tuer Tutsuka. Par la suite, il a échangé de corps avec le roi argent et a fait peser la responsabilité sur lui. Peut-être que le choc de l'échange de corps a fait perdre la mémoire au roi argent. Et en plus de Yashiro, il avait également volé de nombreux autres corps. Le pouvoir du roi incolore, cette fois, pouvait même affecter d'autres rois. Et le corps de Kukuri, plutôt, n'avait pas fait exception. Le groupe de Yashiro s'est mis en route ensemble pour sauver Kukuri. À ce moment-là, alors que les deux camps se battaient encore, les épées de Mikoto et de Monikata sont apparues dans le ciel, leur pouvoir terrifiant de manière écrasante, en particulier l'épée cramoisie de Mikoto, qui semblait totalement anormale. Cela a forcé Seri à abandonner sa position pour aller enquêter. À ce moment précis, Yashiro et Neko sont arrivés au-dessus. Seri devint immédiatement méfiante et dégaina son épée pour frapper. Mais cela n'eut aucun effet. Yashiro donna à Seri la capacité de voler parce qu'il voulait qu'elle les rejoigne. Yatta et Fushimi se battaient encore férocement, mais Kuro intervint au milieu du champ de bataille pour arrêter les deux camps. Sous le commandement du roi argent, quiconque osait s'avancer serait abattu. Mais Yatta cria que les deux côtés n'obéissaient qu'à leur propre roi. Kuro demanda s'il savait pourquoi Makoto avait occupé l'île et pourquoi Munakata ne faisait pas tout pour arrêter Makoto. Et pourquoi tous deux étaient partis régler les choses en laissant leur clan ici se battre dans une bataille si dénuée de sens. Mais Yatta et Fushimi n'écoutaient pas et se précipitèrent pour attaquer Kuro. Sachant que les mots seuls ne suffiraient pas, il les défia tous de venir à lui et de prendre ce qu'ils pouvaient. Pendant ce temps, Yashiro, avec Neko et Seri, se dirigea droit vers la pièce où Kusanagi veillait sur Anna. Anna le rassura en disant que le groupe de Yashiro n'était pas l'ennemi, apaisant Kusanagi. Juste à ce moment-là, le téléphone sonna et Yashiro demanda à Kusanagi de répondre. L'appelant n'était autre que le roi Or, qui demanda à Kusanagi de passer le téléphone au fou de Yashiro. Les deux étaient de vieux amis depuis qu'ils avaient mené des recherches ensemble, alors Yashiro demanda au roi Or de l'aide pour quelques affaires. À ce moment-là, Mikoto et Munakata venaient juste de terminer le réchauffement et décidèrent de se battre sérieusement à partir de ce moment. Le roi incolore, toujours habitant le corps de Kukuri, regardait de loin pour voir comment les deux s'annihileraient mutuellement. Yashiro a fini d'expliquer ce qu'il attendait du roi d'or, disant qu'il était le seul qui l'ait vraiment compris. Puis il a demandé aux deux vice-commandants, Kusanagi et Siri, de retirer leurs hommes et d'aider à évacuer l'étudiant. Comme la cible du roi incolore était le roi, il devait évacuer aussi rapidement que possible. Yashiro était sûr que le pouvoir de l'ennemi n'était pas limité à ce qu'ils avaient vu. Soudain,
Le roi incolore a utilisé la télépathie pour menacer tous les étudiants qu'il saisirait leur corps et leur pouvoir. Forçant Yashiro à réagir, il a demandé à Neko de lui rendre un service. Il voulait qu'elle soit le premier membre de son clan. Neko s'était longtemps considérée comme appartenant à Yashiro, donc elle a accepté sans hésitation. Les deux ont combiné leurs pouvoirs pour envoyer un message à chaque étudiant. Lorsque Yashiro est apparu, tous les étudiants étaient furieux, le blâmant pour leur emprisonnement ici. Mais certains ressentaient une étrange familiarité avec lui. Bien qu'ils ne connaissent pas son nom, il leur a dit que cela n'avait pas d'importance, ils savaient qui il était. Ce qui comptait, c'était qu'il connaissait et chérissait chacun d'eux comme de précieux amis, qu'il les protégerait et leur montrerait le chemin de sortie. Avec cela, Yashiro a rapidement localisé le roi incolore et lui a envoyé un message. Un défi pour se rencontrer face à face et régler cela une bonne fois pour toutes. Ensuite, Neko s'est effondré d'épuisement, ayant dépensé trop d'énergie. Yashiro lui a confié Anna et les deux vice-commandants pour s'en occuper, leur souhaitant bonne chance avant de partir. Le roi incolore, bien que secoué par ce qui venait de se passer, retrouva son calme, attendant que les deux rois s'éliminent mutuellement pour pouvoir intervenir et voler leur corps et pouvoir afin de devenir le roi le plus puissant. Mais son esprit continuait de se fracturer alors que Kukuri luttait désespérément pour retrouver sa conscience et appelait à l'aide. Mikoto et Munakata poursuivaient leur duel. Mikoto, bien qu'ayant une blessure à la main, se moquait de Munakata en le traitant de trop faible et pathétique, tandis que Munakata rétorquait que sans ses lunettes, il ne se battait pas encore à pleine puissance. Les deux se détestaient toujours autant qu'avant, et se battaient encore plus intensément. Pendant ce temps, Yata et Fushimi, tous deux en attente, ne parvenaient toujours pas à submerger Kuro. Mais la marque sur le corps de Yata avait commencé à réagir alors que Mikoto approchait de sa limite. Ils avaient autrefois été amis et avaient rejoint ensemble le clan de Mikoto. Mais maintenant, ils ne faisaient que se chamailler au lieu de se battre à l'unisson. Un camarade arriva pour les ramener tous les deux puisque la plupart de leur camp s'était déjà retiré. Ce camarade sauva même le traître Fushimi. Et Mikoto lui-même avait depuis longtemps cessé de se soucier de sa trahison. C'est exactement pour cela que Fushimi était parti. Yashiro vint alors trouver Kuro, lui disant qu'il était temps de s'occuper du roi incolore. Kuro voulait savoir si le plan réussirait, et Yashiro admit qu'une partie de celui-ci dépendait de lui. Kirill se plaignit que, même en tant que roi, Yashiro était toujours aussi irresponsable qu'auparavant. Puis, s'agenouillant, il pensa qu'Ikijin approuverait qu'il serve un autre roi. Il prononça son serment à Yashiro, jurant de le servir jusqu'à son dernier souffle. Yashiro n'aimait pas de telles formalités rigides entre amis, et lui dit de se lever. À ce moment-là, le 7e roi vit que Munakata s'était affaibli. Mais il voulait attendre que Makoto s'affaiblisse encore plus avant de l'attaquer. Et ensuite, il pourrait également s'emparer de Munakata. Et une fois de plus, Kukuri résistait et appelait à l'aide depuis son corps possédé. Yashiro et Kuro arrivèrent à temps et exigèrent qu'il libère le corps de Kukuri. Il fit semblant d'être Kukuri et sortit une arme pour tirer secrètement, mais Yashiro avait un bouclier, donc il ne fut pas blessé. Le 7e roi lança un sac de grenades éclairs et tenta de fuir, mais il fut poursuivi par Kuro, qui le frappa au sol pour la 2e fois. Kuro dégaina son épée et déclara que le 7e roi était quelqu'un qui ne pouvait jamais être pardonné, peu importe combien il implorait la miséricorde. Puis se tournait vers des malédictions. Kuro continua de balancer son épée. Le 7e roi se tourna vers Yashiro et se jeta sur lui pour le posséder. Il pensait l'avoir consumé, mais Yashiro n'était plus le même qu'avant. Il réalisa que le 7e roi avait été possédé trop de fois, au point que sa personnalité était en chaos, et il ne se souvenait plus de ce qu'il était. Yashiro absorba et réprima l'âme du 7e roi. Ensuite, Kuro le réprimanda pour avoir agi de manière imprudente avec une si faible chance de succès. Yashiro demanda à Kuro d'emmener Kukuri pendant qu'il et Seri s'occuperaient de l'affaire des deux rois, mais Kuro ne le permit pas. Pourtant, Yashiro était immortel, donc il allait bien. Et les affaires entre rois devaient être réglées par des rois. Kuro partit avec Kukuri. Cependant, Yashiro n'allait pas du tout bien, car il ne savait pas combien de temps il pourrait contrôler le 7e roi. Yashiro ne voulait pas que les deux rois ici finissent comme lui et que le roi d'or du passé se divise en chemins séparés. Pendant ce temps, les étudiants avaient évacué à l'extérieur, ne sachant pas où se trouvait Kukuri. Certains croyaient qu'elle était avec Yashiro, donc elle devait être en sécurité. Fushimi et Yata revinrent, et Yata était furieux que leur patron ait été laissé derrière. Mais puisque même Anna ne pouvait rien faire, ils ne pouvaient que placer leurs espoirs dans les rois. Car c'était la première fois que 4 rois apparaissaient tous pour se battre. Yashiro se tenait entre les deux rois et était progressivement dépassé par le 7e roi. Il demanda à Mikoto de rapidement en finir avec le 7e roi, car c'était ce qu'il avait voulu faire depuis le début. Mikoto ne laissa pas passer l'occasion et transperça Yashiro, libérant une immense explosion d'énergie. La puissance d'un roi mourant explosa avec une force énorme.
Kuro avait déjà éloigné Kukuri. Elle se souvenait encore de Kuro, mais elle ne se souvenait pas du tout de Yashiro. Kuro pensait que c'était mieux pour elle ainsi. Yashiro avait disparu. L'épée de Mikoto s'était complètement détériorée, atteignant sa limite et se décomposant. Il s'excusa d'avoir tant dérangé Monakata. Il avait décidé d'abandonner et de laisser tomber son épée, craignant qu'elle ne provoque la catastrophe de Kagatsu. Monakata se précipita en avant et mit fin à la vie de Mikoto. Avant que la massive épée ne touche le sol, Mikoto a dit ses derniers mots à Monakata et souhaitait également s'excuser auprès de Hana car il ne pouvait plus lui montrer ses belles couleurs. Après la bataille, seul Monakata est revenu. Le clan du roi bleu était heureux que Monakata ait survécu. Nico et Kuro n'ont trouvé que le parapluie de Yashiro sur le lieu. Neko a serré le parapluie de Yashiro dans ses bras et a pleuré. Kuro était également très triste. Mais tous deux croyaient encore que Yashiro était vivant, car il était le roi argent immortel. Ils étaient très heureux d'avoir servi Yashiro en tant que masso. Les marques sur les corps des membres du clan de Mikoto se sont alors un par un évanouies, formant une belle couleur rouge que Hana pouvait contempler une dernière fois. Fushimi savait que Mikoto avait été un roi véritablement incroyable.